Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'épreuve de force a donc commencé. On va tenter d'être le plus complet possible ce matin, mais dans certaines régions, la situation évolue presque minute par minute. Plusieurs barrages ou tentatives de blocage des grands axes signalés autour de Rennes, de Rouen et dans le secteur du port de Gennevilliers en région parisienne. Paris et son agglomération d'ailleurs vont donner un aperçu de cette 6e journée de mobilisation à tout point de vue. Carrefour d'échange et lieu de passage obligé pour des milliers de salariés. On retrouve Thibaut Hu, vous êtes en direct du dépôt RATP de la rue de Lagny dans le 20e arrondissement. Surprise, a priori, aucun bus ne sort. Oui, tout à fait. Il y a une quarantaine de manifestants. Ce sont des chauffeurs, des agents de maintenance, des contrôleurs qui sont venus devant ce centre de dépôt de bus, là où donc partent les bus le matin. Ils sont venus bloquer leur départ. La police est intervenue, notamment à coups de gaz lacrymogène. Des manifestants qui sont venus dire stop à la réforme des retraites. Écoutez Emmanuel, délégué syndical CGT à la RATP. Comme beaucoup aujourd'hui en France pour les retraites. Pour cette réforme, on demande le retrait total parce qu'il y a beaucoup plus de soucis actuellement que nous faire travailler 2 ans de plus. Voilà, et les manifestants continuent de faire bloc devant ces bus. La police continue d'intervenir. Le périmètre a été sécurisé. Les forces de l'ordre qui forment maintenant un cordon devant l'entrée pour permettre aux premiers bus de repartir. Voilà, les premiers bus ont pu reprendre la route. C'était il y a quelques minutes. Thibaut Hu en direct du dépôt bus RATP de la rue de Lagny à Paris dans le 20e arrondissement. Et c'est d'ailleurs dans le secteur des transports que ce mardi promet d'être particulièrement compliqué. Un TGV et un TER sur 5 à la SNCF, pratiquement aucun intercité. À la RATP, trafic très fortement perturbé dans le métro parisien. Pas ou peu d'enseignants non plus. 60% de grévistes annoncés. Des écoles devraient garder portes closes. Même chose dans les collèges et lycées où les 7 principaux syndicats appellent à fermer les établissements. Alors des syndicats qui, un peu comme un joueur de poker, font tapis dans cette bataille des retraites, c'est-à-dire jouent le tout pour le tout. Impossible de relever tous les secteurs, mais ça bloque ce matin dans les raffineries comme à Fos-sur-Mer. Vous l'avez entendu avec le correspondant d'Europe 1 à Marseille dans le journal de 6h30. Mouvement d'ores et déjà reconduit pour 3 jours à la raffinerie totale de Gonfreville. Blocage aussi des gaziers. 3 des 4 terminaux méthaniers français sont à l'arrêt ce matin. Alors mettre l'économie à genoux, la France à l'arrêt, le mot d'ordre de la CGT fait bondir la Première ministre. Expression grave et pas responsable. Elisabeth Borne l'a dit hier soir sur l'émission de France 5. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment un droit à manifester, un droit de grève. Par contre, je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable. Et que les premiers qui seraient pénalisés si on met l'économie de notre pays à genoux, ce sont les plus modestes, les plus fragiles dans notre pays. Et la chef du gouvernement sur France 5 hier soir, cette mobilisation contre la réforme des retraites sera aussi au cœur de la journée internationale des droits des femmes demain. Elisabeth Borne l'assure, ce texte permettra de réduire l'écart entre les pensions versées aux hommes et aux femmes. Et vous écoutez Europe 1, il est 7h04. L'exécutif très vigilant par ailleurs sur la mobilisation de la jeunesse. Aujourd'hui, le Blocus Challenge, lancé par le député La France Insoumise Louis Boyard, provoque une avalanche de réactions. La vidéo cumule plus de 11 millions de vues. Le député LFI demande aux lycéens et étudiants de bloquer leur lycée ou leur faculté, puis de publier le résultat via une photo sur les réseaux sociaux. Alexandre Chauveau, l'indignation de la classe politique est presque unanime, même à gauche. On est assez mal à l'aise avec cette initiative. Oui, Yael Braun-Pivet a été l'une des premières à réagir. Respectez votre fonction, respectez les Français, admoneste la présidente de l'Assemblée nationale. Valérie Pécresse, de son côté, porte plainte pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Au Sénat, difficile de trouver, même à gauche, des défenseurs du député du Val-de-Marne. Yann Chantrel, sénateur socialiste, remet très vite la faute sur le gouvernement. Ce qu'il demande, je présume, c'est qu'il y ait un blocage du pays, en quelque sorte. Mais c'est le gouvernement qui crée ces blocages. Il ne faut pas s'y tromper. Il y a quand même des millions de gens qui manifestent constamment depuis des semaines, pacifiquement. Donc il faudrait peut-être les écouter un petit peu. À droite, au-delà des indignations sur la forme, c'est le fond de l'argumentaire de Louis Boyard qui est questionné. Étienne Blanc, sénateur Les Républicains. Et moi, je suis preneur d'un certain nombre de réponses de ce député de la France Insoumise. À corps et à cri, il dit qu'il faut garder ce système de solidarité entre les générations. Mais son positionnement fait que, en refusant cette augmentation de la durée de cotisation, il l'effondre, ce système-là. Et Louis Boyard s'est déjà félicité publiquement du blocage des premières facs à Rennes ou à Angers notamment. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. On entendait les réactions des sénateurs à l'instant. Ils poursuivent l'examen de la réforme. Accélération brutale des débats dans la nuit avec l'adoption des articles 3 à 5. L'examen de l'article 7 sur le recul à 64 ans
pourrait débuter en fin d'après-midi. Il est 7h06 sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est aussi ce nouvel épisode dans l'affaire Pierre Palmade. L'humoriste a été remis en liberté, mais pour quelques heures seulement. Son avocate avait invoqué des raisons de santé. Le parquet a aussitôt fait appel et donc suspendu la levée d'écrou. Tout cela peut paraître très technique, mais une chose est sûre, Romain Biteau, le comédien reste officiellement en détention, même s'il est toujours hospitalisé. La décision du parquet de Melun a suspendu la remise en liberté conditionnelle de Pierre Palmade. On appelle cela un référé détention. En clair, il gèle la décision de la juge d'instruction. Dans les faits, l'humoriste reste toujours détenu, placé sous surveillance policière dans sa chambre d'hôpital au Plessis-Robinson, un établissement où il a été transféré dimanche pour suivre un nouveau traitement suite à son accident cardiovasculaire. Désormais, la question du placement sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade est entre les mains du premier président de la cour d'appel. Il a 48 heures pour décider de son maintien en détention ou non. Dans moins de 10 jours, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statuera sur le placement sous contrôle judiciaire ou du retour en détention de l'humoriste. Romain Biteau, bataille contre les retraites, on l'a vu à l'instant, bataille contre la vie chère, le gouvernement sur plusieurs fronts et notamment celui de l'explosion des prix de l'alimentation. Il annonce un trimestre anti-inflation. Entre le 15 mars et le 15 juin, la grande distribution proposera son propre panier de produits au prix le plus bas possible. Le résultat de cette sélection sera identifié par un logo tricolore. Allez, un peu de vélo, un parfum de Tour de France sur les routes du Paris-Nice. Deux grands favoris sur cette première grande épreuve cycliste française de la saison. Et vous l'avez dit, Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour l'an dernier, contre son dauphin au classement général, Tadej Pogačar. Pour le public, c'est évidemment la garantie d'un grand spectacle. Reportage Axel May. À chaque départ d'étape, c'est le même scénario. Le speaker de Paris-Nice annonce avec force et fracas la présence du lauréat du dernier Tour de France. Il est le vainqueur sortant de la plus grande compétition de cyclisme au monde. Il est devant vous, c'est Jonas Vingegaard. Si les applaudissements du public sont moins fournis, moins nombreux que sur les routes du Tour, l'enthousiasme est là. Eric est venu en voisin assister au départ d'une étape. Il a vu Vingegaard, mais aussi le Slovène Tadej Pogačar, dauphin du Danois cet été. Donc là, c'est un avant-goût, on va dire. Il va se tirer la bourre avec Pogačar. Il s'observe encore. Il se prépare vraiment pour le Tour de France, je pense, tous les deux là. Et il n'y a pas que le public qui profite de leur présence. Kevin Vauquelin, jeune professionnel français, a un peu de mal à réaliser qu'il participe à la même course que ses champions déjà confirmés. De le voir là, à côté de nous, alors qu'on le voyait à la télé, c'est impressionnant sur le coup, mais quand on commence à appuyer sur les pédales, faut pas trop être impressionné pour pas perdre ses moyens. Bref, vivement dimanche pour savoir si le duel Vingegaard-Pogačar a été aussi intense sur les routes de Paris-Nice que lors du Tour de France. Voilà, évidemment, cette arrivée de la course, c'est dimanche. À Nice. Oui, évidemment. Pour une fois, c'est moi qui vous colle. Sinon, ce serait Nice-Paris dans l'autre sens. Merci beaucoup. Pensez un jour la remontée. Merci beaucoup, Christophe Lamar. C'était votre journée.